Merci Rachel. Avant toute chose, je dois dire que il était temps que je fasse cette communication parce que sinon j'allais devoir la réécrire complètement. De mon point de vue, c'est un moment très fascinant et en même temps extrêmement angoissant parce que en fait, ça justifie notre rencontre ici aujourd'hui. Alors, je réutilise des exemples qui ont été nommés et renommés, donc c'est le niveau angoissant de la chose. Mais en même temps, ça m'explique qu'il fallait absolument donc que je rencontre Maxime et que je rencontre Marilyn et que ça aura sans doute des suites. Alors oui, je vais parler brièvement de l'emploi du temps et un peu moins brièvement du meurtre de Roger Ackroyd. Pas tout à fait de la même façon, mais quand même. Alors, j'ose croire qu'on aura peut-être fait le tour de la question. Alors, vous excuserez évidemment s'il y a des répétitions, mais je suis très mauvaise dans l'improvisation, alors je vais m'en tenir à ma communication. Alors, le cas des œuvres non fiables. Il s'agit d'une affaire particulière qui m'amène à aller fureter d'abord pour donner le ton du côté des œuvres de fiction, afin de voir ce qu'ils ont à dire pour leur défense. Alors oui, le meurtre de Bleston dans L'emploi du temps de Michel Butor d'abord. Le narrateur de L'emploi du temps, Jacques Revel, se trouve justement à Bleston quand il met la main sur ce roman policier dans lequel un fratricide est représenté. Alors, ne faisant ni une ni deux, Jacques Revel se lance à la recherche du coupable du meurtre, à l'affût de tout événement louche autour de lui, de tout signe révélateur, mais pas dans le livre, non, plutôt dans la ville de Bleston. En tenace lecteur policier qu'il est, il multiplie les hypothèses, il traque les suspects. C'est qu'il y a plusieurs similitudes entre l'univers du roman Le meurtre de Bleston et ce dont Jacques Revel se fait témoin à Bleston. Il y a des trucs étranges qui se passent là. Le convainc que le livre de fiction raconte en fait un meurtre réel. Il n'en faut pas plus au personnage pour devenir paranoïaque, pour mener, sur la base du roman, qu'il lit et relit quelque chose comme une chasse aux sorcières. Semblable formule chez David Toscana dans El Ultimo Lector, qui est moins intéressant que l'emploi du temps, sinon que l'œuvre met plus encore en évidence la part d'implication du lecteur dans le brouillage du sens, en effectuant un plongeon dans l'absurde. Petit village au Mexique, un cadavre, celui d'un enfant trouvé dans un puits. Un vieux bibliothécaire fouille dans ses livres, des romans, il cherche des réponses, il en trouve plein, même les intrigues. Il a l'impression de se rapprocher du but, de bien comprendre le crime, ce qui s'est réellement passé, parce que c'est écrit, quelque part c'est écrit, dans ce roman intitulé La fille du télégraphiste, ou dans l'autre, La mort de Babette, ou un autre. Dans ces romans, les choses se sont déroulées de la même exacte manière, mais Lucio, évidemment, ne fait que détraquer l'enquête. Alors, on ne peut pas se fier aux œuvres, c'est de la fiction. Alors, ce n'est pas qu'elles soient fictives qui, dans la fiction, rend ces œuvres non fiables, c'est que la part de fiction qu'elles contiennent entretient avec le réel de Jacques Revel, le réel de Lucio, un rapport si retard, de l'ordre de la coïncidence funeste, qu'elles arrivent à confondre le lecteur, le dérouter. Cette déroute tient évidemment à une recherche d'indices au mauvais endroit, du mauvais côté de la frontière, disons. En réalité, on a tous compris, parce que là, je pense qu'on est tous à même de comprendre que ce qui cloche avec ces deux exemples, c'est la notion détournée de non-fiabilité que j'observe ici. L'œuvre ne serait pas fiable, elle ne serait pas en mesure de donner au lecteur des réponses adéquates aux questions qu'il se pose. Disons plutôt que le lecteur, qui amène avec lui son histoire propre, sa mémoire, sa double expérience du monde et de la bibliothèque, pour le dire avec les mots de Christine Montalbetti, le lecteur fictif, donc, en ce qui nous concerne, fait deux gestes qui auraient déplu à Umberto Eco. Primo, il fait des romans un usage impropre, s'en sert de guide pour enquêter. Deuxio, il surinterprète le texte. Sa lecture excède la partition du texte, elle le déplie jusqu'à en déformer la nature, notamment par excès d'étonnement. En constat, l'œuvre est moins non fiable que le lecteur qui use de raccourcis interprétatifs. C'est donc plutôt de lui dont on devrait se méfier. Alors, il n'y a pas lieu pour le moment, et heureusement, de se satisfaire de cette démonstration. Or, des cas existent bel et bien à l'intérieur de la fiction, des cas de non-fiabilité, objet de méfiance, de mystification, qui nous convainquent hors de tout doute du bien fondé de l'expression « œuvre non fiable ». Mais ces cas relèvent d'une étrangeté qui nous dépasse
et fonctionne selon des modalités bien précises, disons presque surnaturelles. Et il n'y a qu'à penser au livre de sable de Borges dont les pages sont mouvantes. Numéroté de façon arbitraire, explique un vendeur de Bible au narrateur de la nouvelle, je cite, « Le nombre de pages de ce livre est exactement infini. Aucune n'est la première, aucune n'est la dernière. » Alors, dès qu'on referme le livre, il devient impossible de retrouver la trace de ce qu'on y a lu. Son système, sa partition est fluctuante, déroutante. Ou encore chez Philippe Aubert de Gaspé-Fils, le fameux livre d'alchimie censé enseigner comment transformer le plomb en or est finalement inapte à remplir ses promesses. La marque du surnaturel permet de bien voir en quoi l'œuvre trompe et damne, car elle échoue à répondre aux attentes naturelles. Elle déroge. Mais justement, à la différence de Jacques Revel, de Lucio, du lecteur non fiable, en somme, qui surréagit, surréaction tout à fait plausible dans notre réalité, hein, tous ceux qui font une lecture abusive de la Bible ou de la Constitution, par exemple, pourraient en témoigner. Alors, le code d'œuvre mystificatrice, jusqu'ici énoncé, paraissent pour le moins douteux, improbables, lorsqu'il s'agit de se les représenter concrètement, et donc à associer aux univers magiques qui peuplent la création, mais insatisfaits pour parler de notre expérience à nous. Alors, qu'on me permette, en réponse à la réponse des fictions dans la fiction, une nouvelle question, histoire de relancer ma présentation. Mais qu'est-ce que c'est, en réalité, une œuvre non fiable? Parce que ce colloque est le lieu pour l'admettre, le cas des œuvres non fiables est bien différent de celui des narrations, et Grégory Curie nous mettait déjà sur la piste dans son ouvrage Hearts and Minds. Alors, si on peut, à l'égard du narrateur qui est doté d'une persona, se demander s'il ment, s'il feint par exemple la folie, l'ignorance, s'il est incompétent, plus largement faillible, et même, dans le cas d'un narrateur omniscient, questionner ses privilèges, ce ne sont pas des propriétés qui peuvent être naturellement attribuées aux œuvres, dont on sait bien qu'elles ne sont pas dotées de motivation psychologique, que ce soit empiriquement ou de manière représentée. Lorsqu'il interroge l'intentio peris, l'intention du texte, pourtant, Umberto Eco s'en rapproche, puisque cette intention du texte parle d'une cohérence contextuelle et d'un système de signification que le texte comporte a priori. Il y a un rapprochement à faire avec les théories de la motivation de Boris Tomaszewski, même si ces motivations ne concernent pas forcément la constitution structurale de l'œuvre. Le texte aurait une intention, des motivations intrinsèques, et celle-là concourrait alors, si on se rapporte au non fiable, à la mise en marche d'une large supercherie. Ma communication vise donc, en procédant, et j'appuie sur ce terme, par exploration, essai et erreur, aller et retour, à interroger cette supercherie, manière d'évaluer sa possibilité. Ni non-fiabilité octoriale, ni non-fiabilité narrative, ni, on l'a vu, non-fiabilité lectorale. Reste-t-il une petite place pour ce non-fiable-là, celui de l'œuvre? De fait, si Grégory Curie élargit la typologie du non-fiable, en affirmant la différence entre narration et œuvre non fiable, il m'apparaît curieux, en fait, qu'il soit l'un des rares théoriciens du non fiable qui sont, ma foi, pourtant promptes à la catégorisation, à tenter cette distinction. Alors, le concept d'œuvre non fiable est-il opératoire? Voilà ce que je me demande. Auquel cas, que peut-il désigner? Comment se distingue-t-il par ailleurs de la feintise, que représente déjà dans son acception propre la fiction? Pour tous ceux qui ont pactisé déjà avec le narrateur non fiable, les prochaines considérations vont paraître sans doute évidentes, et pourtant, il m'apparaît que c'est un passage obligé pour voir où la définition, ou du moins l'une des définitions, essentiellement celle de Wayne C. Booth, que je remets moi-même en question en fait dans ma thèse, mais je la ramène ici. Alors, un passage obligé pour voir où la définition de la narration non fiable cesse de s'appliquer à l'œuvre non fiable, l'œuvre comme espace de création avec tout ce qui la constitue. Donc, d'abord, revenons à la narration non fiable. Comme les personnages de la fiction, les Jacques Revel, les Lucio, qui réagissent fortement lorsque vient le temps pour eux de négocier avec la lecture, le lecteur réel, nous, vous, moi, n'est pas sans subir une expérience, voire dans certains cas nourrir une expérience, dans la mesure où il y prend part et s'y investit si radicalement qu'il la provoque, en somme, cette expérience du doute. En ce qui concerne la narration non fiable, les théoriciens se sont largement questionnés sur les réactions ou actions du lecteur, ses comportements de lecture. Booth, le premier, déterminait des étapes dans la reconnaissance par le lecteur de l'ironie et de la non-fiabilité narrative dans la fiction.
Il laissait entendre d'ailleurs, dès son Rhetoric of Fiction, qu'ironie et non-fiabilité sont semblablement détectables dans les œuvres. Dans les deux cas, le lecteur rejette une compréhension littérale du sens du texte lorsqu'il retrouve des incongruités dans les énoncés, entre les mots ou à propos d'autres de ses connaissances acquises. 2, le lecteur tente une interprétation alternative. 3, il prend une décision en regard des intentions probables de l'auteur implicite, se demandant comment ces mots sur lesquels il tergiverse délivrent en fait un message autre que leur signification intrinsèque. 4, le lecteur attribue un sens second aux énoncés problématiques auxquels, à sa suite, des lecteurs au moins aussi sophistiqués que lui pourraient adhérer. Au fond, si on résume, le lecteur reçoit le texte littéralement jusqu'à ce que des marqueurs textuels qui incombent à la fonction du narrateur l'obligent à réviser son interprétation. Évaluant dès lors la totalité des informations reçues, le lecteur conclut que le discours du narrateur est incongru et incomplet. Alors, plusieurs éléments sont susceptibles, dans ce qu'énonce Booth, d'informer une définition de l'œuvre non fiable, mais plus particulièrement, il me semble, la notion de distance que ça suppose, qu'a souligné Marie un peu plus tôt. La non-fiabilité narrative relève pour Booth de la distance entre les normes et valeurs du narrateur et celles de l'auteur implicite. Alors, l'auteur implicite, c'est cette instance on ne peut plus clairvoyante qui en sait plus et le sait mieux que le narrateur, et qui permet aux théoriciens tenant de l'approche rhétorique de saisir différentes couches de discours en interaction dans les œuvres. Pas de distance, d'écart, pas de non-fiabilité, écrivait Booth, car c'est dans cet écart que s'institue le doute, c'est par cette brèche que peut s'échafauder du côté du lecteur une interprétation nouvelle. Or, la distance, selon toute apparence, dans l'œuvre non fiable se situe ailleurs. De fait, toute œuvre ironique, par exemple, n'est pas forcément le lieu d'un narrateur ironique, qu'il s'agisse de l'ironie esthétique ou sur le plan de l'histoire, de l'ironie des actions représentées. Chez Catherine Mavroukakis, tous les morts suicidés ou sidéens s'appellent Hervé. Cet exemple-là m'apparaît ironique et pourtant la narration n'y est pour rien. Alors, l'ironie engendre une distanciation critique de l'ordre de la réflexion. Qu'est-ce que le deuxième sens de cela? Quant à l'œuvre non fiable, elle impliquerait un écart, c'est l'hypothèse que je pose, qui ne concernerait pas la narration, mais qui, comme elle, par cet écart, engendrerait la méfiance, c'est-à-dire le recul nécessaire pour entrevoir, quelque part en chemin, la possibilité de s'être fait berner par un système. Où se situe l'écart dont relève l'œuvre non fiable? Ansgar Newning posait la question autrement au sujet de la narration, unreliable compared to what, dans un article de 1999, pour en venir à la tranchante réponse qui serait celle des constructivistes avant et avec lui, à savoir le lecteur, non fiable par rapport au lecteur. Pour Booth, l'auteur implicite avait le lecteur dans son camp. Ils complotaient tous deux behind the narrator's back, comme le veut son expression. Pour Newning, la distance s'institue entre la narration et le lecteur, qui en remet en cause la crédibilité. L'approche diffère, mais l'effet est le même. Au narrateur revenait la responsabilité de toute une supercherie, ce qui nous laisse peu d'options, désormais, pour tenter de comprendre la nécessité d'une nouvelle catégorisation. Dans le cas des œuvres non fiables, l'écart se situerait, et on verra ensuite si ça tient la route, entre l'auteur implicite et le lecteur, ou, pour le dire de manière plus dramatique, le lecteur n'aurait plus de complice. Penser l'expérience en ces termes permet d'entrevoir certains effets et de contester certains ressorts théoriques. D'abord, ça rappelle le fameux énoncé de l'ère du soupçon de Nathalie Sarraute qui affirmait, pour parler du nouveau roman, qu'en plus de se méfier du personnage, désormais le lecteur et l'auteur se méfiaient l'un de l'autre. Ainsi, avec l'œuvre non fiable, le lecteur ne peut s'en remettre à quiconque, il est laissé à l'abandon. Il me semble qu'il est temps à cette étape de demander à Grégory Curie ce qu'il entend par œuvre non fiable. Après tout, c'est son expression que je traque alors qu'il prenne ses responsabilités. Il s'agirait pour lui d'une œuvre qui opérerait sa supercherie à partir des présupposés de la lecture. La supercherie pourrait prendre des formes différentes, nous dit-il. Soit l'œuvre nous convaincrait d'une version particulière des événements de la fiction, allant même qu'une lecture scrupuleuse de ces mécanismes nous permettrait d'attester une version plus probante des événements. Soit l'œuvre proposerait différentes versions des événements, laissant toutefois présupposer qu'une version a préséance sur l'autre, sans offrir de résolution péremptoire. La nuance est mince entre les deux formes qu'il présente, toutefois ce qu'elles font de part et d'autre, c'est nous encourager à prendre pour acquis la fermeture des faits de la fiction, quand en fait ils demeurent ouverts, mais
allons voir. Et c'est là que Agatha Christie survient. Alors, pour exemplifier les deux formes, je prends le roman Le meurtre de Roger Ackroyd parce qu'en fait, il est cité par Grégory Curie sans qu'il s'y arrête vraiment, et également parce que c'est un exemple qui est usé. Et on en conviendra à la fin de cet avant-midi. Et donc, il y a l'avantage de laisser personne indifférent puisque tout le monde va comprendre où je m'en vais et encore plus aujourd'hui. Alors, la lecture traditionnelle, littérale, fermée de ce roman veut que le docteur Shepard, on l'aura tous compris, est le narrateur du récit, soit le coupable puisque Hercule Poirot l'accuse à la fin. Alors, Poirot représente la figure de l'autorité policière mais aussi du héros puisque sa réputation le précède. On peut dire que l'œuvre se résout en comptant sur notre foi en lui, l'enquêteur. Or, si on demeure attentif aux réactions du docteur Shepard après les accusations, on peut encore imaginer qu'il n'est pas coupable, puisqu'il semble simplement abdiquer, s'abandonner dans l'impasse au verdict de Poirot. Je cite « Rappelez-vous ce que je vous ai dit, le menace Poirot. L'inspecteur Aglan saura la vérité demain matin. Je vous suggère de terminer votre si intéressant manuscrit sans rien omettre cette fois. Il serait très déraisonnable de votre part d'essayer de me réduire au silence, comme M. Ackroyd. Comprenez-moi bien, avec Hercule Poirot, ce genre de méthode ne mène à rien. Je m'arrachai un semblant de sourire, écrit Shepard. Mon cher Poirot, je suis tout ce que vous voudrez, mais pas idiot. Mais ensuite, contre toute attente et contre toute logique, Shepard, après les révélations de Poirot, dans un ultime chapitre, exhibe avec une froideur inhabituelle et moult détails sa responsabilité dans l'affaire, comme le lui a demandé Poirot. Alors, pour qui s'est laissé envahir par le doute, ces aveux ne cadrent pas du tout, ils sentent la fabrication. Alors, les deux hypothèses de lecture ici restent néanmoins envisageables, avec préséance accordée à la première, soit celle où Shepard est coupable. Cette démonstration correspond à la seconde forme de non-fiabilité désignée par Curie. Quant à la première forme de non-fiabilité des œuvres, alors il faut que Pierre Bayard intervienne à nouveau et attire notre attention sur les incongruités dans les agissements et d'Hercule Poirot et dans les agissements du Dr Shepard pour déstabiliser toutes nos certitudes. C'est que seul un lecteur extrêmement minutieux, comme le suggère d'ailleurs Curie, peut déterrer ce qui semble être la vérité, que Caroline Shepard, la sœur de l'autre, est la véritable coupable, alors que rien d'apparent dans l'intrigue nous permettait de le pressentir, et pourtant tout, dans les profondeurs du récit, permet de l'attester. Alors la contre-enquête de Pierre Bayard, en fait, dans Qui a tué Roger Ackroyd, concourt à montrer que le décor de l'œuvre est en somme un vaste mirage, une vaste entreprise de dissimulation. L'intervention divine de Pierre Bayard dans cette affaire m'amène à évoquer l'exercice semblable auquel se prête Jean Echenoz, lecteur minutieux de sa propre œuvre, qui écrit « Je m'en vais pour éclairer un an ». Un an fonde une partie de son intrigue sur un détournement textuel, d'un Félix déclaré mort par la narration omnisciente dès les premières lignes, à un Félix bien portant au thème du récit. Entre les deux, Victoire, qui découvre le corps, est en fuite parce que convaincue d'être soupçonnée du meurtre de Félix. Dans sa fuite, elle croise son ami Louis-Philippe plus d'une fois. Or, la fin du roman nous apprend que ce type-là est mort depuis belle lurette. Que se passe-t-il? Alors, les lecteurs demandent des explications que Jean Echenoz s'engage à leur fournir dans « Je m'en vais », désamorçant les incongruités d'un an. Les faits presque surnaturels sont, une fois exposés les ressorts diégétiques, le simple résultat de défauts de perception, d'angle mort, de focalisation. Il était impossible de s'expliquer la mécanique d'un an sans « je m'en vais ». Aussi, un an s'apparente-t-il à une œuvre non fiable à laquelle il fallait appliquer une lecture tout simplement inapplicable, en vertu de ce que le texte nous donnait d'informations. Or, ces deux exemples, Christie et Echenoz, comportent certaines lacunes pour ma démarche, à mon avis. Ils ne peuvent se passer d'un questionnement sur le caractère problématique de la narration, alors même que j'essaie de me départir de l'impact de la narration pour réfléchir aux œuvres. Alors, d'une part, le docteur Shepard est un menteur. Même Hercule Poirot, comme narrateur intradiégétique, ne semble pas particulièrement crédible, nous le dit Pierre Bayard, qui relève ses égarements nombreux. Même chose pour le roman d'Echenoz, dont le narrateur procède à une rétention d'informations. D'aucuns diraient, comme André Mercier, que le lecteur d'un an a bel et bien été berné par le narrateur de l'histoire qui n'a jamais laissé entrevoir la possibilité de cette finale en queue de poisson ou de sardine, défiant toute logique narrative. Alors, tacitement,
Blanc, explicite André Mercier, l'autorité d'un narrateur absent d'un roman en régime hétérodiégétique se construit par son omniscience, par l'adhésion à son propre discours et par sa compétence à relater les faits de manière cohérente. Une entorse à l'une ou l'autre de ces variables engage une remise en cause de l'autorité narrative. Ici manifestée d'une manière pour le moins insolite. En principe, le narrateur doit savoir si ses personnages sont morts ou vifs. À défaut, il sera pris en flagrant délit de manipulation. Aussi le narrateur absent apparaît-il plus présent qu'on ne le croit, mais si il s'agissait d'autre chose, si on regardait la scène d'un autre point de vue. Imaginons qu'un an n'a pas de narrateur. Imaginons les œuvres sans narrateur. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Pourquoi le roman Un an nous apparaît-il non fiable au-delà de sa narration qui est fiable de toute façon puisqu'il dit les choses telles qu'elles sont? Et pourquoi le roman Un an nous apparaît-il plus encore non fiable après avoir lu Je m'en vais? Parce qu'on y apprend que Louis-Philippe n'est pas vraiment mort, lui non plus, que Victoire ne s'est jamais assuré de ce que Félix respirait encore avant de prendre la poudre d'escampette. On y apprend toute une histoire de faux-semblants qui se déroule en parallèle de la fuite de Victoire. Et on réalise brutalement que le récit, dans Un an, s'est détourné de son exigence de motivation. À savoir, au sens où l'entendait Tomaszewski, que tout motif particulier introduit dans un récit doit être motivé, doit être déployé, doit être justifié. Quand on réalise qu'il nous est impossible, lisant Un an, de justifier la mort de Félix autrement que par sa résurrection, il nous est clair que l'agencement de l'œuvre, de ses structures, est le fait d'une énorme béance. L'œuvre est construite sur le manque. Plus encore, l'œuvre construit le manque. L'œuvre. Alors ici, l'auteur implicite peut-être pourrait entrer en jeu, de même qu'en cas de non-fiabilité narrative, l'auteur implicite se trouve mieux avisé que le narrateur sur le plan des idées, des valeurs et du savoir. De même ici, l'auteur implicite a une longueur d'avance apte qu'il est à agencer les structures et la narration fait partie de ces structures, puis à détourner les structures de leur propre motivation dans le but d'orchestrer des failles. Mais que dis-je? Cette feinte-là, cette esquive, cette défilade, ce procédé qui permet d'envoyer le regard à droite pendant que l'œuvre se détourne à gauche, il appartient à l'auteur, oui, l'auteur, le vrai. Comme l'exprimait Genette, il arrive un temps où il faut cesser d'ajouter des intermédiaires dans la relation de transmission. Alors c'est au moment de la fabrication, de la création, et à vrai dire, c'est à cela que je souhaitais en venir, puisque c'est l'espace qui m'intéresse, celui de la création, parce qu'à vrai dire, sans trop s'en rendre compte, c'est aussi à ce constat qu'en vient Grégory Curie, qui, parlant d'œuvres non fiables, ne cesse de référer à l'auteur. L'auteur doit faire un effort pour établir, l'auteur essayant de persuader l'audience, l'auteur façonne ceci, l'auteur exploite cet effet-là, l'auteur organise les choses de telle manière que cette version a préséance sur l'autre. Je ne crois pas parler d'intention d'auteur, je crois parler d'attention. Alors, un peu pour revenir sur les propos de Marilyn, est-ce qu'Agatha Christie a porté attention aux traces laissées? Ces traces nombreuses qui, participant de la béance de l'œuvre, du paradoxe, nous permettent étrangement de constituer Caroline Shepard meurtrière. Alors, c'est la question qui taraude bel et bien Jean Belmain-Noël, perplexe devant la découverte de Bayard, et je le cite, et heureusement, ma citation est la suite de celle de Marilyn. Alors, ou bien Agatha Christie nous a sciemment bernés, et dans ce cas, il nous faut reconnaître, en l'absence de tout document, qu'elle seule l'a su, ou bien alors la chère Agatha ne s'est pas rendue compte que son merveilleux Poirot mettait à côté de la plaque. Cela ouvre de rechef sur deux possibilités. On peut en effet déclarer qu'aucun romancier ne saurait contrôler tous les énoncés d'une fiction. On peut également estimer que nous avons affaire chez Agatha Christie à un égarement passager ou même à une passion permanente par suite de quoi elle serait devenue la dupe de son personnage en sorte qu'elle délirerait en même temps et de la même façon que lui. Fin de la citation. Alors d'une part, Belmain-Noël soulève clairement la théorie de l'auteur non fiable. L'auteur qui exploite la feintise dissimulée au sein même d'une fiction qui, elle, est feintise partagée. Et d'autre part, Belmain-Noël soumet l'hypothèse tout à fait fascinante que l'auteur puisse avoir constitué Caroline Shepard meurtrière sans s'en être rendu compte, sans y avoir fait attention. Il y a quelque chose de particulier qui se dessine avec cette hypothèse, comme si l'œuvre, dans ce renversement, avait réussi à berner l'auteur.
Et si la distance, me dis-je maintenant, si la distance dont relève la non-fiabilité de l'œuvre se trouvait contre toute attente entre l'auteur et l'auteur implicite? Ce n'est pas possible, puisque l'auteur implicite, du moins le concept pensé par Wency Booth, est une construction de l'auteur, tel qu'il élabore une image sophistiquée de lui-même par le texte. Mais si cette image était plus autonome que prévu, si en fait il fallait revoir la notion, la repenser, la redéfinir de manière telle qu'il pourrait être admis et clair que l'auteur implicite a une longueur d'avance sur l'auteur. Plus encore que l'auteur implicite organise les structures du texte sans le consentement de l'auteur, que l'auteur implicite est ce robot conçu par l'homme et qui, venant à le surpasser, finit par le détruire. Alors, je sais qu'à cette étape, la démonstration relève bel et bien d'un délire théorique, mais je vous avais quand même prévenu. Et il me semble important quand même de souligner qu'il n'est pas à négliger qu'il faille aussi se méfier de l'auteur implicite. Ce qui reviendrait à dire en somme que toute œuvre est potentiellement non fiable puisque susceptible de se détourner d'elle-même. Le structuralisme la voulait autonome, après tout, assez autonome pour bousculer ses propres règles. Alors, je conclus en revenant sur les questions qui chapeautaient, on va le dire ainsi, cette étrange exploration, à savoir à quoi bon la non-fiabilité des œuvres. Peut-on parler de non-fiabilité des œuvres? Et en manière de boutade, peut-on se fier aux catégorisations? Ma présentation a visé à suggérer une réponse satisfaisante ou non, et nous pourrons en reparler, aux deux premières questions. Je répondrai donc laconiquement à la dernière en disant que les classifications sont à la fois nécessaires et en même temps toujours fausses. Nécessaires à la compréhension du système des œuvres, mais force est de constater qu'on peut multiplier à l'infini le nom des choses, passant parfois à côté de l'expérience. Celle qui nous désarçonne, nous étonne, nous terrorise ou nous fascine, comme dans la création, cette idée que toujours, en même temps qu'on écrit, quelqu'un d'autre écrit à notre place. C'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps, comme le disait Marguerite Duras. Et je finis là-dessus. Ce n'est même pas une réflexion, écrire, c'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d'une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui, quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie. Merci.